Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025, c'est le dimanche des rameaux pour la communauté chrétienne qui commémore ici l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette fête annonce la semaine sainte et la Pâque qui marque la fin du carême. Dimanche prochain, ce sera donc la fête des Pâques. Mais avant dimanche prochain, aujourd'hui, nous parlerons des fêtes identitaires, leur importance dans le développement de la communauté, cas du non-visant, puisque nous recevrons le président du Bureau exécutif national du non-visant. Il s'agit bien évidemment du commissaire de police à la retraite André Tchekounou. Il est déjà installé, confortablement installé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Louis. J'aurais dû m'habiller en local parce que Mais vous êtes exceptionnellement ce beau. n'est pas encore tard puisque c'est à partir du 20 que nous allons porter ce tissu. D'accord. Vous y Monsieur êtes Leclerc, on invité. s'accorde bien sûr le bleu et le blanc. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Eh bien, notre invité média Arnaud Doumaron, journaliste au quotidien d'information et d'analyse du service public La Nation, et sera également avec nous. Avec lui, nous ferons le tour des grands faits de l'actualité nationale de cette semaine. Et pour la page culture, je vous propose un zoom sur la carrière atypique et singulière d'un artiste chanteur béninois, rappeur. Il a fait les grandes scènes du Bénin et d'ailleurs, mais aujourd'hui, il se distingue par un nouveau style à travers un projet de comédie musicale. Il s'agit bien évidemment de Amir Ali, que vous avez certainement connu dans le groupe Diamant Noir. Mais avant de recevoir tous ces invités, voici le journal de la rédaction. Au sommaire de cette édition, formation en pisciculture hors sol au profit de 200 jeunes dans la commune d'Abomey-Calavi, une initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-SICA dont l'objectif est de donner aux jeunes l'opportunité d'apprendre et de s'essayer à l'entrepreneuriat. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi effectue une descente à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, puis à Sud Capitale. Il est allé constater le bon déroulement des entretiens d'embauche qui se font au profit des candidats à l'emploi au titre du programme spécial d'insertion à l'emploi dont le gouvernement a récemment autorisé la poursuite. Nous parlerons aussi de CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin ANCB qui ont ensemble procédé à l'évaluation des engagements des acteurs communaux en lien avec l'outil 6 ans du projet Cascade. C'est à la faveur d'un atelier tenu à Natitengu et qui vise à renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition chez les femmes et les enfants. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. La Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-SICA a convié 200 jeunes pour une formation en pisciculture hors sol, initiative qui est un pan de la mise en œuvre du projet Prépa, entend des programmes de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs. SICA a pour objectif de donner aux jeunes l'opportunité d'apprendre et de s'essayer à l'entrepreneuriat. Voici le compte-rendu de Virgile Ahodayon. C'est dans l'action concrète, l'apprentissage appliqué et l'audace d'entreprendre que se bâtit une nation forte et c'est à cela que vous vous engagez aujourd'hui. Voilà un passage clé du discours de Jean Lokossou au moment de lancer cette formation en pisciculture hors sol. L'initiative de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-SICA mobilise dans cette salle 200 jeunes. À vous jeunes et jeunes femmes, je veux dire ceci. Vous ne recevez pas aujourd'hui une simple formation. Vous héritez d'un levier. Un levier pour insuffler à votre quotidien une nouvelle trajectoire. Vous repartez avec un savoir-faire, un kit de démarrage et un réseau, mais surtout avec la clé de votre autonomie. Cette formation porte essentiellement sur deux espèces, les clarias et les tilapias. Elle relève de la mise en œuvre du projet Prépa, programme de reconversion professionnelle et d'accompagnement des entrepreneurs SICA. Il vise à développer chez ces jeunes les connaissances indispensables au démarrage d'une entreprise. Introduction à la pisciculture, alimentation et nutrition, reproduction et alevinage, suivi technique et gestion sanitaire sont les différents modules prévus. Nous voulons répondre à beaucoup de choses. Il y a la diversification des revenus, la reconversion professionnelle. Il y a aussi pour la société une réduction de chômage
Il y a également la sécurité alimentaire. Le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir interdire l'importation des produits congelés. Alors, un palliatif doit être trouvé. Donc, la pisciculture qui serait une occasion de pallier à ce manque qu'il y aura sur ce secteur-là. C'est d'abord avant tout une fierté pour moi que ceux qui sont venus après nous aujourd'hui ont passé le niveau supérieur. Ils ont identifié un besoin qui existait, notamment autonomiser les jeunes à pouvoir se réorienter et choisir une nouvelle voie pour certaines personnes. Le projet Prépa a commencé depuis l'année passée avec la reconversion professionnelle de 150 jeunes formés en achatiniculture. Les bénéficiaires de la présente formation, comme ceux de la cohorte précédente, auront des facilités d'écoulement de leur production grâce au réseau de débouchés déjà négocié par les initiateurs. À l'issue de la formation, quelques participantes se sont prononcées sur la pertinence de ce programme initié par JCI Abomey-Calavi Sika. Elles sont au micro de Virgile Akhadayan. Cette initiative, c'est une très bonne initiative parce que ce n'est pas pour la première fois que la JCI organise ces formations. J'avais déjà participé à l'une de leurs formations qui est l'escargot et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et le formateur a bien expliqué. Après, on va sur les sites pour les pratiques au fait. Donc, je dirais 50% théorie et 50% pratique. Et l'accompagnement est au top. C'est à cause de ça que j'ai décidé de revenir faire la formation en pisciculture pour me former pour mon bien-être et pour le bien-être de la population. Donc je crois que c'est bien tombé quand même cette initiative pour permettre surtout aux jeunes maintenant, au lieu d'aller faire la pagaille qu'ils ont l'habitude de faire, d'aller faire les trucs de gaille et tout ça, de leur permettre en fait de pouvoir eux-mêmes s'assumer et comment on l'appelle, s'assurer comment on l'appelle, un avenir heureux, quoi. C'est mieux. Avec ça, on ne risque pas la prison. Avec ça, on ne risque pas de faire du tort à son prochain. Donc, je trouve que c'est bien fait. Je vais demander aux jeunes, s'ils entendent parler de ce programme encore pour la prochaine fois, de ne pas hésiter. Je suis arrivée, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis une mangeuse de tilapia, j'aime beaucoup le tilapia. Mais aujourd'hui, je suis en train d'apprendre moi-même comment est-ce qu'il faut l'élever. Et à long terme, je vais commencer à le commercialiser. Donc, je vais entreprendre par rapport à ça. Donc, je vais demander aux jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose. S'ils n'ont pas trouvé autre chose à faire, je leur dirais que l'élevage de poissons est quelque chose qui peut leur apporter beaucoup de choses. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi était ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, puis à Sud Capitale. Il est allé constater le bon déroulement des entretiens d'embauche qui se font au profit des candidats à l'emploi au titre du programme spécial d'insertion à l'emploi, dont le gouvernement a récemment autorisé la poursuite. Aussi, le ministre Modeste Kérékou a apprécié les témoignages d'anciens bénéficiaires qui font aujourd'hui partie de l'effectif du personnel de Sud Capitale. Nous allons suivre. C'est dans le cadre de la poursuite du programme spécial d'insertion à l'emploi autorisé par le gouvernement en Conseil des ministres que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a effectué une descente à la CCI Bénin. Ici, environ 400 jeunes diplômés planchent devant différents panels à l'occasion de leur entretien d'embauche au titre du PSIE pour 37 postes ouverts. À travers ce programme, nous agissons sur deux leviers. Premièrement, nous aidons directement les entreprises, mais également, par le biais de ces entreprises privées, nous avons l'occasion d'offrir des possibilités d'emploi aux jeunes. Certains se soldent après les 12 mois ou les 24 mois, comme nous le souhaitons, par la rétention définitive de ces jeunes-là dans les entreprises qui les ont accueillis. Au-delà de son impact social, le PSIE constitue également un important levier de croissance pour les entreprises. À date, près de 1800 entreprises ont déjà été impactées pour environ 14 milliards injectés sous forme de salaires versés aux jeunes insérés. Parmi ces entreprises se trouve Sud Capital, qui fait dans l'intermédiation en opération de banque et moyens de paiement. Vous recevoir ici aujourd'hui est un honneur, mais surtout un devoir. Un devoir de dire un grand merci
au gouvernement qui a initié ce programme. À l'issue de son séjour en tant qu'allocataire PSIE, Armel Adjaro occupe aujourd'hui au sein de Sud Capital un poste de responsabilité. En termes de connaissances, je peux dire que le programme et l'entreprise qui m'a accueilli m'a permis d'une certaine manière d'avoir une certaine praticité dans ce que nous apprenons dans notre cursus. Aujourd'hui, en tant qu'analyste financier, je puis dire que j'accompagne les entreprises dans le montage de leurs projets, dans la structuration de leurs besoins de financement et aussi à l'obtention de financement. Les entreprises béninoises sont exhortées à manifester leurs besoins en ressources humaines qualifiées et le gouvernement, à travers la NPE et le PSIE, se dit plus que jamais prêt à les accompagner. Parlons à présent de CARE International et l'Association nationale des communes du Bénin ANCB qui ont ensemble procédé à l'évaluation des engagements des acteurs communaux en lien avec l'outil 6 ans du projet Cascade. C'est à la faveur d'un atelier tenu à Natitengou et qui vise à renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition chez les femmes et les enfants. Alassane Arouna pour les détails. Le présent atelier qui mobilise plusieurs acteurs de l'administration des communes du Nord Bénin autour des responsables du projet Cascade vise à une évaluation de ces acteurs dans la mise en œuvre du dit projet. Un projet de CARE International qui ambitionne de renforcer les politiques nationales en nutrition dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des couches vulnérables. Quand nous parlons de sécurité alimentaire et les documents politiques, je pense que tout ce que nous avons comme documents politiques, stratégiques, qui sont au niveau des différents ministères, qui sont sensibles à la nutrition, se retrouvent dans les documents politiques au niveau des communes. Et donc, si nous voulons renforcer les politiques au niveau national, il faut qu'on touche aussi les politiques au niveau local. Nous avons des regards, nous, à l'instant T, sur les communes d'intervention du projet Cascade, pour voir comment les acteurs que nous avons renforcés sur cet outil ont pris en compte l'outil. Consciente de l'importance de cet outil stratégique dans le développement des communes, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, accorde un intérêt particulier à ce projet. L'ANCB est à la quête de tous les instruments qui sont susceptibles d'aider les acteurs communaux à relever les défis qui sont les leurs. Et dans cette quête, nous avons eu la chance de tomber sur un outil formidable qu'on appelle SISAN, score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les documents de planification. Et cet outil aide véritablement les communes à améliorer leur performance en ce qui concerne la prise en compte de cette thématique-là. Et donc, nous avons aussitôt pris sur nous de définir des stratégies d'appropriation. Pendant 3 jours donc, les différentes parties prenantes vont procéder à l'évaluation de ce document adapté aux communes pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition au sein des communautés. Plusieurs communications vont mobiliser ces assises, dont entre autres un point sur la mise en œuvre de la feuille de route sur l'outil CISA dans les communes d'intervention et une présentation des défis et contraintes liés à l'utilisation de cet outil. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a récemment lancé une formation au profit des journalistes béninois. Organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence, les échanges sont axés sur l'intelligence artificielle et son impact sur le travail dans les médias. Une formation d'une journée qui s'est déroulée ce vendredi 11 avril 2025. Voici le compte rendu. Nul besoin de démontrer qu'avec l'intelligence artificielle, les professionnels des médias n'auront plus de difficultés à rédiger leurs articles de presse, à traiter leurs photos et bien d'autres choses. Bien que l'extase soit grande, cette nouvelle technologie qui révolutionne le monde des médias n'est pas sans danger. C'est dans cette optique que l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias se propose d'attirer l'attention des professionnels des médias sur les opportunités et pièges de l'IA. Cette activité donc s'inscrit dans le contexte de la préparation des médias aux élections générales de 2026 parce qu'à l'occasion donc des élections, vous savez que les médias pilulent et que l'information pilule. Il est donc important pour nous d'anticiper et de pouvoir réguler
le contenu des médias déjà tôt. Et donc nous avons décidé d'outiller les journalistes sur ces nouvelles technologies qui, ma foi, apportent énormément de désinformation, de manipulation de l'information. Cette formation, dédiée à une cinquantaine de journalistes, revêt une importance capitale parce qu'elle répond aux nouvelles exigences du Code de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. Comment déceler le vrai du faux? Comment éviter de se faire abuser par des personnes extérieures à la profession? Et comment exploiter de façon judicieuse cette technologie? Autant de questions auxquelles tente de répondre cette formation organisée avec le soutien de l'ONG Bénin Excellence. L'IA, l'intelligence artificielle, vous savez bien que c'est un couteau à double tranchant. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aller à son école. Et c'est là où nous remercions sincèrement et félicitons l'initiative qui est de vous aguerrir. La HAC se réjouit particulièrement de cette initiative. Elle contribue à renforcer les compétences techniques de nos journalistes face aux défis du numérique. Deuxièmement, elle permet d'anticiper les enjeux réglementaires liés à l'usage de l'IA dans les médias, un sujet sur lequel la HAC travaille activement. Comprendre l'intelligence artificielle générative pour en faire un usage responsable dans les médias, c'est autour de ce thème que convergent les réflexions de cette formation. Séance d'échange entre les responsables d'artisans et le ministre conseiller à la justice et aux affaires extérieures. La rencontre tenue ce jeudi à la base d'appui aux artisans Cisazogbo a été l'occasion pour Gilbert Deomalé d'entretenir les participants sur le code électoral et ses contours. Plusieurs autres sujets brûlants de l'actualité nationale étaient au menu des discussions. Conseiller à la justice et aux relations extérieures de débarrasser les artisans des mauvaises appréhensions sur le code électoral. Une séance appréciée par ces artisans réunis à Cotonou, au siège de leur base d'appui située à Zogbo. Les artisans n'étaient pas imprégnés du tout du code électoral. Mais ce qu'on a fait ce matin a fait que bon nombre des artisans ont compris que le code va dans l'intérêt du peuple. Donc je voudrais tout faire pour que l'impact soit général, pour que tout le monde puisse être au même type d'information. L'occasion est saisie par les responsables artisans pour faire part des difficultés auxquelles est exposé le sous-secteur. Des doléances enregistrées par Gilbert Deou. Ce qui nous importe, c'est de pacifier le milieu pour qu'on puisse aller à des élections apaisées et que les Béninois soient libres de faire leur choix. Je ne suis pas venu en tant que leur répondant au niveau du gouvernement. Je suis venu en tant que ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mais comme eux-mêmes l'ont dit, il n'est pas facile de rencontrer les membres du gouvernement. Et l'occasion faisant le larron, ils ont profité pour nous exposer leurs difficultés. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas demander aux artisans de rester dans la souffrance et la misère, et pour qu'on travaille, pour qu'on discute ensemble. Donc, ce qu'ils ont dit concernant leur corporation, nous allons rendre compte à qui de droit. J'ai pris l'engagement donc de demander à mon collègue ministre conseiller qui est à charge de leur secteur de revenir faire le même exercice avec eux, mais dans leur corporation, pour ce qui concerne leur corporation. Et ça, je me battrai pour ça. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale ont été également abordés au cours de cette séance d'échange, à savoir l'affaire Steve Amoussou, le PAG, le pouvoir d'achat de la population et bien d'autres. Ainsi se referme ce journal, mais le grand format se poursuit. Nous recevrons dans une quinzaine de minutes notre invité média Arnaud Doumarou. Il est journaliste au quotidien d'information et d'analyse de service public La Nation. Avec lui, nous ferons le tour des grands faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. Nous recevrons aussi Amir Ali pour la page culture de cette émission. Vous l'avez connu rappeur dans le groupe Diamant Noir et CCC Cotonou Cité Crew. Il a fait les grandes scènes du Bénin d'ailleurs, mais aujourd'hui, il se distingue dans un nouveau style à travers un projet de comédie musicale, une carrière atypique et singulière. On en parle dans quelques minutes, mais tout de suite, nous allons parler de l'importance des fêtes identitaires dans le développement des communautés. Nous parlerons précisément du non-visa, dont le président du bureau exécutif national est déjà dans nos murs. Voici l'invité de la semaine.
Bonsoir à vous, André Tchekounou. Vous êtes commissaire de police à la retraite et président du bureau exécutif national de non-visants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Gaba. Ouais. Tout de suite, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus du non-visant. C'est quoi le non-visant? Merci, monsieur Gaba. Ça fait un grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau que nous connaissons déjà. Non-visant, c'est une association. Une association à but non lucratif, régie par la loi 1901. Une association des riverains qui entoure le lac Aémé et ses chenaux. Le lac Aémé, pour pouvoir l'identifier sur la carte du Bénin, lorsque vous prenez la route internationale, vous arrivez à Ouida. Après Ouida, vous arrivez à Banto, à Sekbouré et à Banto. Vous voyez les deux ponts. Ouais. Et les deux ponts engendrent ce lac. Il y a un côté qui va à gauche vers les chenaux et l'autre côté qui va à droite vers Bopa, des domaines et autres. Donc c'est comme ça que le non-visant est une association qui prend en compte les populations qui sont situées sur les deux départements que sont l'Atlantique et le Mono. Voilà, c'est vrai que là, ça fait beaucoup de communautés ensemble. Quelles sont les communautés qu'on distingue au sein du non-visant? Tout à fait, on distingue beaucoup de communautés. Parce que quand vous allez vers les chenaux, vous avez les communautés de Grand Popo, de Ouida, et qui sont les Hola et les Domenou, on les appelle. Et quand vous allez vers Bopa et autres, vous avez les Huira, vous avez les Aïzo, vous avez les Kotafon, vous avez les Fonds, et vous avez les gens de Bopa. Et toutes ces communautés constituent réellement ce qu'on appelle les riverains, et qui se sont installés depuis des années. Et à cela, il faut dire également qu'il y a des gens qui viennent par la suite, des gens d'autres communautés qui sont venus également s'installer sur les bords du lac et qui aussi adhèrent à notre association non-visant. Oui. On sait que les fêtes identitaires sont des moments de retrouvailles, de réjouissance, parce que quand on dit retrouvailles des fils et filles, vous l'avez dit tout à l'heure, qui bergent le chenal du lac Aémé, bien évidemment. De réjouissance aussi parce qu'on mange, on fête, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-là, on danse aussi par moment, mais aussi il y a des réflexions sur la vie de la communauté. En quoi la fête identitaire impacte véritablement le développement de la communauté, surtout si nous prenons le cas du non-visant? Non, il faut dire que c'est une très bonne chose, parce que la fête identitaire, comme non-visant par exemple, permettent aux populations de se retrouver, les populations installées de part et d'autre, de se retrouver parce que c'est une fête de retrouvailles. Les gens qui sont restés dans leur coin décident en ce jour précisément pour non-visant, le jour de Pâques, de se voir, de communier ensemble, de réfléchir sur les problèmes environnementaux, de faire en quelque sorte de leur milieu un pôle de développement et une réhabilitation pour qu'ils sachent aller de l'avant pour apporter un plus aux populations qui y vivent. Et non-visant depuis 1964 a été créé précisément à Gatabo et contribuer réellement à ce développement. Parce que ce n'est pas seulement venir fêter, mais c'est venir réfléchir. C'est justement ce qui m'intéresse là. Tout à fait, ce n'est pas seulement venir, comme disent certains, venir prendre le dacouin et le bon vin capiteux, mais il faut aussi réfléchir sur les problèmes que nous avons dans la région. Et ces problèmes, c'est le problème du lac qui de plus en plus ne nourrit plus le frère non-vie d'Akoreha, de Grand Popo et de Ouida. Il faut faire en sorte que le lac soit réhabilité pour avoir beaucoup plus de poissons. Et nous avons la DELAC qui est chargée de faire ça. Et avec, depuis près de 3 ans que on a commencé, le gouvernement a permis le dragage de ce lac, parce que le lac est effectivement embourbé de plein de déchets. Il faut faire en sorte qu'on puisse faire que les produits halieutiques puissent aller en bas, se reproduire et peupler réellement le lac. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas à votre première expérience à la tête du non-visant. Nous constatons aujourd'hui une floraison des fêtes identitaires sur l'ensemble du territoire national où
où en est la place, où est alors la place de la cohésion nationale dans ces rassemblements communautaires basés souvent sur des langues, des origines ou encore des ethnies? Est-ce que véritablement ça contribue à la cohésion nationale? Monsieur Gaba, vous avez entièrement raison. Oui. On constate depuis une décennie qu'il y a une floraison de ces fêtes identitaires. On vous parlera de tel fouet, et tout ça là. Oui. Et ces fêtes, en fait, on peut penser que ça constitue un frein au développement. Mais ça participe effectivement à la grande diversité. Il est vrai, nous parlons aujourd'hui de la mondialisation, mais chacun de ces regroupements contribue effectivement aussi au développement. Et cette floraison, pour y penser que ça peut contribuer ou ça peut empêcher ceci, contribue réellement au développement de chaque région. Oui. Et lorsque on dit même que tout le bien qu'on peut espérer d'une sauce lorsqu'il y a beaucoup de poissons, ça ne nuit pas. Ouais. Avant d'être président du Bureau exécutif national de Novisan, vous restez un acteur important de la sécurité publique puisque vous êtes commissaire de police à la retraite. Aujourd'hui, où le gouvernement parle de coproduction de la sécurité, quel est le rôle des associations, quel doit être le rôle des associations de développement et en quoi les fêtes identitaires peuvent accompagner la dynamique de la coproduction de la sécurité et protéger véritablement les populations? Nous, dans le cadre des manifestations, pour arriver à ces retrouvailles, nous faisons des séminaires, de la sensibilisation et beaucoup d'autres activités. C'est comme ça que la coproduction ou la sécurité a un volet qu'on appelle le comportement que chacun doit avoir pour participer réellement au programme de sécurité, de coproduction, de sécurité du gouvernement. Et il faut demander aux gens de participer réellement, d'avoir un comportement responsable, un comportement qui n'amène pas au désordre, qui n'amène pas à la violence. Et c'est comme ça au niveau, par exemple, de ces fêtes. Lorsque nous traversons pour y aller au lieu que nous avons choisi pour la fête, on demande aux gens de rouler doucement, de rouler pour que même les policiers qui sont là et qui procèdent au jalonnement, on demande lorsque à ces fêtes-là, il ne faut pas trop se saouler, il faut faire la fête avec tous les moyens qu'on a. Même si les gens en font un peu plus quand même. Il faut quand même que les gens soient responsables, qu'on est venu pour des retrouvailles, qu'on est venu pour se connaître, on est venu pour une fête et que ça dégénère en autre chose. Ces comportements participent également et c'est ce que nous faisons en direction de nos membres, en direction des associations. Il y a aussi quand même les informations à fournir à la police, aux forces de sécurité publique. Tout à fait. Et en faisant ça, nous demandons également à la police de venir nous aider pour que tout ça, ça se passe bien. La coproduction est là, de par le comportement que nous indiquons également aux gens. Je sais que vous vous préparez également pour le Novisan 2025. Quelle sera la particularité de cette année et comment les populations peuvent-elles véritablement tirer profit de la fête de cette année? Novisan 2025 est pratiquement là. Et ce n'est pas pour... c'est pour préparer réellement cette fête que depuis 2024, le flambeau qui a été pris par les gens de Dodoma, les populations de Dodoma, a été pris au niveau de ces remis. Parce que Novisan a cette culture-là de passer ces fêtes avec une tournée que nous passons au niveau de chaque arrondissement. Novisan a 17 arrondissements autour du lac, de part et d'autre du lac. Et à chaque année, c'est un arrondissement qui vient chercher le flambeau pour aller organiser pendant un an la fête. Donc actuellement, nous allons à Dodoma et où nous découvrons Dodoma. Et avec ça, nous avions déjà organisé une conférence parce que Dodoma avait une particularité où il y avait un royaume qui était à Dodoma, qui était connu, dirigé par une reine-mère qu'on appelle Nankoso Nandedo. C'est cette femme-là qui sort d'Agasouvi et qui a permis, en créant ce royaume à Dodoma, d'aller fonder avec ses frères les royaumes d'Abomey, les royaumes d'Alada et les royaumes de Hogbono. Ça, c'est une révélation que nous sommes en train de faire. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et le vendredi dernier, nous avions par exemple édité ce livre pour connaître réellement le royaume d'Abomey. Et ça, il y aura beaucoup de choses qui se passeront
à Dédomè, où nous invitons les populations de venir découvrir ce royaume. Ça n'a rien à voir. C'est une révélation culturelle. C'est une révélation culturelle. Voilà. Et c'est en cela que je demandais l'apport justement des fêtes identitaires au développement de la communauté. Justement, c'est pour ça. Et le ministre de la Culture et du Tourisme a informé, la culture, le tourisme et tout ça là, il compte. Désormais, il faut savoir aujourd'hui qu'il y avait une reine-mère qui a existé à Dédomè, qui a fondé le royaume et qui est la mère des royaumes d'Abomey, d'Alada et de Hogbono. Oui. C'est vrai que Novisan 2025, d'abord, il y a son programme, certainement. Vous avez un grand programme qui est déjà tout achalandé. Et qui sont ceux qui seront invités? Ah bon, tout le monde est invité. Vous-même, vous êtes invité. Il y a les officiels, il y a toutes les populations de toutes les couches sociales qui sont invitées. D'abord, les populations concernées, qui sont les 17 arrondissements, sont invitées. Et il y a les sympathisants qui viennent également pour faire effectivement de cette fête une grande fête. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Ici, vous verrez vous revenez sur la cohésion nationale. Tout à fait, la cohésion nationale. C'est le pain qui est choisi pour cette année, un beau tissu, où vous verrez effectivement deux faits, deux images. Nous avons le palais de cette dame qui est révélée, une femme qui est révélée dans des dos. Vous avez également aussi l'embouchure entre le Koufo, le fleuve Koufo et le lac Aémé. Et c'est là où se dérouleront les festivités, les manifestations. Tout un programme riche. On sait que les fêtes identitaires, c'est aussi souvent les pagnes, les tissus. En quoi cela rapporte à la population? Oui, vous savez, c'est une culture que nous avons surtout au niveau du Monon. À chaque fête, c'est le pagne. Et c'est ça que Vlisco avait à fournir beaucoup de pain aux femmes. Vous avez les malles aujourd'hui, les cantines sont remplies de ces pains. Et chaque événement a son histoire avec cette paille. C'est une culture qui est venue comme ça. Et c'est ça qu'on distingue cette fête, la fête qui s'est passée à Saint-Romuald de la fête qui se passe actuellement à Dédomè. Donc, c'est très enchanté et c'est révélateur de ce que c'est que pour nous, nos visants dans l'ère du Mono et de l'Atlantique. J'espère que nous recevrons très vite notre invitation. D'abord, absolument, votre invitation est là pour venir découvrir les mets que nous faisons, la façon dont nous mettons le pain et nos cultures, les coins les plus touristiques qui existent, ce palais, d'autres coins, l'arbre qui était un arbre fétiche dans ce coin. Et tout le monde s'accorde à dire que réellement, nos visants, c'est la fête de la culture, la fête de la retrouvaille, la fête d'unité. Et c'est également la fête où nous faisons en sorte que nous portons la jarre ensemble pour le développement de notre communauté. De la communauté. Merci à vous, André Tchekounou. Je rappelle que vous êtes commissaire de police. À la retraite, vous êtes le président du bureau exécutif de nos visants. Avec vous, nous avons parlé de l'importance des fêtes identitaires dans le développement de la communauté. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça participe à la cohésion nationale. Absolument. Et ça participe également à la sécurité, à la coproduction de la sécurité. Mais aussi, ça vous permet quand même de vous retrouver entre fils et filles, éparpillés un peu partout dans le pays. Et en même temps, vous en profitez pour danser et chanter, mais on ne doit pas trop boire. Vous l'avez précisé. Hein? J'ai oublié, à chaque pas que nous faisons dans un arrondissement, nous essayons de marquer cet arrondissement. Comment? En apportant quelque chose de précis à ces populations. Soit c'est une place publique que nous aménageons, soit c'est des salles de classe, soit c'est une bibliothèque au niveau des élèves et des écoliers, des étudiants. Et c'est comme ça, nous leur donnons une grosse enveloppe pour participer toujours au développement. Et centre de santé, c'est au niveau des lits que nous augmentons, c'est les appareils obstétriques que nous donnons à telle maternité. Nous allons rappeler rapidement quelques dates rapidement au niveau du programme. Oui. Au niveau du programme, justement, tout se passera entre le 19 et le 20. Et avant ça, nous avons commencé une coupe qu'on appelle la coupe de nos visants, qui a commencé depuis près d'un mois et qui essaie d'enrichir ce que nous connaissons sur le football, entre les régions où les gens se voient et font tout cela dans la fête. La coupe a commencé et ce 19 avril, il y aura l'équipe qui va gagner entre Dédomè et une des équipes qui a battu les autres équipes pour prendre la coupe. Il y aura divers jeux, il y a un marathon qui va commencer depuis le matin et puis nous allons permettre également la retraite au flambeau avant d'arriver
au jour même avec une grande messe. Une messe qui sera célébrée le jour de Pâques, parce que c'est le jour de Pâques qui est le jour déterminant, et qui sera célébré par le vicaire général, l'abbé Serrault, Roger, et pour communier toutes les autres communautés musulmanes et autres vont célébrer également aussi le culte le même jour. Il y aura les différentes allocutions et puis il y aura la réception. Mais le fait le plus important qu'il faut souligner, c'est avec un grand artiste de renom que nous connaissons au Bénin. Il s'agit d'Anis Pépé, qui a écrit, qui a chanté l'histoire de cette dame. Nankoso. Et il viendra animer les jeunes avec tout ce qu'il faut et avec son orchestre, toute son équipe. Nous reviendrons parler particulièrement de Nandedo Nankoso, voilà. Oui, là comme ça, ça va me donner beaucoup plus de précision sur elle. Certainement que je vais aussi lire ce document. Oui. Ça va nous permettre de mieux nous enrichir et mieux connaître ces braves femmes qui ont fait l'histoire de notre pays. Merci à vous, André Tchekounou. Je rappelle que vous êtes commissaire de police à la retraite. Vous êtes le président du bureau exécutif national de Novisan. Merci d'être passé sur ce plateau et j'attends impatiemment ma carte d'invitation. Merci. Vous êtes toujours aussi admis déjà comme un frère, un novice de notre association. Un invité de haut rang. Non plus un invité, mais plus un frère de Novisan. Merci à vous. Juste après vous, restez avec nous. Nous allons permettre à Assiambon Kagna-Assiambon de nous faire le point de l'actualité de la semaine à travers la revue hebdomadaire. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. L'essentiel de l'actualité cette semaine qui s'achève commence par la Nation qui révélait qu'une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses a été reçue en audience au palais de la Marina le jeudi 10 avril. Auprès du chef de l'État, elle a plaidé pour l'élaboration et le vote d'une loi cadre spéciale pour régir les activités des religions, qu'elles soient endogènes ou importés. Au terme de l'entrevue, Michel Alokpo, secrétaire général et porte-parole de cette organisation, est revenu sur l'essentiel des discussions avec le chef de l'État tout en exprimant sa satisfaction de l'ouverture d'esprit et du sens d'écoute de ce dernier. La question d'une législation pour les confessions religieuses, le débat sur la laïcité de l'État, la médiation du chef de l'État pour le retour de l'unité au sein des confessions religieuses et la contribution de ces dernières aux prochaines échéances électorales ont meublé les discussions. Nouveau parti politique créé, Richard Boni a porté sa formation sur les fonds baptismaux. Matin Libre, dans sa première publication de la semaine, en faisait écho et informait que le mouvement libéral devient un parti politique. L'officialisation de ce parti présidé par Richard Boni Ouourou s'est tenue le samedi 5 avril 2025 à Abomey-Calavi dans une salle trop exiguë pour contenir la marée humaine qui a fait le déplacement. Richard Boni Ouourou dira « Aujourd'hui est un moment important, un jalon dans l'histoire politique de notre pays. Désormais, le Bénin peut compter sur une formation politique qui répond à cet appel, à cet impératif qui émane de notre Constitution. L'appel à s'élever moralement, à tendre vers l'équilibre et la tolérance, à transcender les mauvaises habitudes, les contraintes et les affrontements. Bref, un appel à la solidarité et à l'émancipation collective. Avant d'ajouter, nous représentons la meilleure option pour le développement global du pays. Et puis, 9 ans que le régime de la rupture s'est installé au Bénin avec à sa tête le président Patrice Talon. Plusieurs journaux en dressent le bilan, notamment Fraternité, qui s'est intéressé à la gouvernance politique avec une flopée de réformes et aussi de changements de paradigme. Avec l'avènement au pouvoir de Patrice Talon le 6 avril 2016, faisait observer le journal, le chantier des réformes au plan politique a été l'un des plus dynamiques, non comptant du système partisan qui avait cours depuis l'ère du renouveau démocratique en 1990,
Soulignait le journal, l'homme de la rupture n'a pas tardé à vouloir imprimer sa marque à la loi fondamentale du Bénin. Si en avril 2017, le Parlement béninois a rejeté la recevabilité du projet de loi portant révision de la Constitution à la faveur des élections législatives de 2019 où seuls les partis du camp présidentiel ont pu être représentés à l'Assemblée nationale, la loi fondamentale du 11 décembre 1990 a finalement été toilettée avec à la clé des changements majeurs. Il en est de même de la charte des partis politiques et du code électoral qui sont passés sous la loupe des soutiens de l'actuel locataire de la Marina et ont enregistré de réelles modifications. Le matinal qui voit déjà Talon à 1 an du triomphe rappelait que depuis quelques années, l'eau et l'énergie électrique qui étaient servies aux populations de manière très insuffisante est du passé. La précarité a été éradiquée en assurant la protection des plus démunis ainsi que l'accès pour tous à l'eau et à l'énergie en tant que droits inaliénables et facteurs de développement. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en 2024 à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard pris en raison des nombreux échecs de fourrage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où de grandes mesures ont été prises pour faire des délestages des événements du passé. La centrale de Maria Gleta a été rénovée, des groupes électrogènes ont été acquis en vue de permettre aux populations de profiter de l'énergie électrique, un système de santé réorganisé et des infrastructures modernisées, l'éducation qui reste un secteur prioritaire pour le pouvoir, la culture et le tourisme, les leviers de développement, tout a changé selon le matinal. Dans la suite, Fraternité s'adonne à un bilan sécuritaire de la gouvernance Talon pour relever que depuis son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon a placé la sécurité au cœur de son action gouvernementale dans un contexte régional marqué par les menaces terroristes, la criminalité urbaine et transfrontalière. La gouvernance Talon a entrepris une série de réformes profondes qui ont progressivement transformé l'appareil sécuritaire du Bénin entre réorganisation structurelle, rajeunissement des effectifs, lutte contre les groupes criminels organisés et modernisation des moyens logistiques. Le bilan sécuritaire de ces dernières années présente des avancées notables, même si certaines voix critiquent des dérives, des bavures ou des arrestations à caractère politique. Le bilan global en matière de sécurité sous Patrice Talon reste largement salué. C'est pourquoi le Bénin est aujourd'hui perçu comme un pays relativement stable et sûr dans une région de plus en plus menacée par l'insécurité. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, estime le journal, pour lequel, dans cette dynamique, il est impérieux de mettre un peu plus l'accent sur de meilleures conditions de travail et de vie des forces de sécurité, surtout que rien ne vaut la paix et la sérénité, ajoute le journal. De son côté, le matinal parlait de la touche Talon dans la lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin. Dans l'entretien exclusif du président de la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières, on notait 1631 dossiers traités, dont 104 transmis à la Criette, avec près de 5 milliards de francs CFA d'impôts récupérés en 2024. Abdou Rafiou Bello dresse statistiques à l'appui le bilan des années de parcours de la CENTIF et de son séjour à la tête de l'institution sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. L'entretien lui a permis de déconstruire les préjugés sur la cellule qui est perçue par une frange de Béninois comme une structure créée pour les surveiller et les traquer. La lutte contre le blanchiment des capitaux n'est pas sélective. Elle ne vise pas non plus à traquer les populations, rassurait-il. Outre cette phase de bilan, la nation a abordé une autre innovation en rapportant que le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 9 avril 2025 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République. Le journal pointe un système de gestion de la commande publique qui est mis en place. Le gouvernement entend tirer parti des opportunités qu'offre le numérique en vue de simplifier et de renforcer l'efficience
et la transparence des marchés publics en mettant en place un système dématérialisé pour la commande publique. À cet effet, il a été procédé à la révision des tests qui encadrent la passation des marchés. Ce faisant, et au-delà de l'évolution technologique dont les avantages sont irréfutables, la digitalisation de la commande publique va générer d'importants gains et progrès profitables tant aux soumissionnaires qu'aux autorités contractantes. L'informateur d'en déduire que c'est pour garantir la transparence et une célérité dans l'aboutissement des marchés publics. Il s'agit sans doute, faisait observer le journal, d'une mesure chère au président Talon. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été fidèle. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de l'acapella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier. Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec bien, oui, ouais, dans ton. Gozi village, boa, couton, Santanga. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide bonsoir. Nassis, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Enclavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, retour sur ce plateau du grand format de ce dimanche 13 avril 2025. Nous avions prévu vous accorder un invité média, Arnaud Doumaron, du quotidien d'information et d'analyse de service public La Nation. Visiblement, il a un contretemps de dernière minute. Nous ne pouvons donc pas le recevoir. Donc très rapidement, nous allons faire place à l'artiste de la semaine. Vous l'avez connu, rappeur. Il a fait les grandes scènes du Bénin. Et d'ailleurs, mais aujourd'hui, il se distingue dans un nouveau style à travers un projet de comédie musicale. Il s'agit bien évidemment de Amir Ali, du groupe Diamant Noir. Nous allons faire rapidement un flashback dans la discographie pour vous rafraîchir la mémoire. Le temps de l'installer. Matonga, Diamant Noir mec, Matonga, yeah. Il est de tout et manquant, il est alimento et manquant. Il est de tout et manquant, il est alimento et manquant. Matonga, Diamant Noir mec, Matonga, yeah. Ok, je suis toujours le même avec plus de billets. Toujours plus de ice, on est né pour briller. Dis au gars du bled qu'on n'a pas oublié. Béninois, on le reste de la tête aux pieds. Calé en voiture avec les poteaux. Je suis riche comme si j'avais gagné au loto. Ta meuf flash sur moi donc elle prend des photos. Elle veut rentrer chez moi, je lui ai dit que c'est trop tôt. Me sers des mains comme si j'étais en campagne. Dites au serveur de ramener du champagne. Chérie t'es OP, viens on fait les 100 pas. Soirée modage, tu passes soit avec ou sans pagne. Bitch, toujours le même avec plus de billets. Toujours plus de ice, on est né pour briller. Dis au gars du bled qu'on n'a pas oublié. Béninois, on le reste de la tête aux pieds.
alimento le menton. Il est gogoto le menton. Il est alimento le menton. Matonga. Matonga. Il est gogoto le menton. Il est alimento le menton. Il est gogoto le menton. Il est alimento le menton. Matonga. Le temps de le découvrir, amis. Bon, pour ceux qui le connaissaient déjà, bon voilà, c'est juste un rafraîchissement de la mémoire. Bonsoir, Amir. Bonsoir, comment ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ah ouais. C'est un plaisir, on t'a que vous êtes rappeur, bien connu de la scène béninoise. Vous avez eu le privilège d'enflammer plusieurs scènes internationales de Diamant Noir, Né pour briller. On a connu Sissi, en tant que Cotonou City Crew, qui a été également, vous nous avez bercé avec vos rimes. Que pouvons-nous dire aujourd'hui de Diamant Noir, ce duo mythique avec un noir? Oh, Diamant Noir, c'est un groupe qu'on a formé quand on était encore collégien. On avait un rêve, c'était de pouvoir percer dans la musique, de pouvoir faire briller le Bénin, au Bénin, mais aussi à l'extérieur, par notre diaspora, mais aussi par des gens qui allaient découvrir qui nous étions au Bénin. Et je pense qu'on a rempli une grosse partie de ce rêve et qu'on a donné tout ce qu'on pouvait pendant près de 20 ans. Et puis à un certain moment, je pense que Anouar a eu envie de faire autre chose. Moi, j'ai toujours voulu continuer dans la musique, dans l'entertainment, le divertissement de manière différente. Et donc, moi, j'ai continué mon chemin avec le reste du crew et les artistes qu'on avait eu à produire dans le temps, quoi. Ouais. Mais toujours dans ce feeling, justement, vous vous êtes ensuite retrouvé dans un conglomérat de rappeurs béninois et dans cette aventure Cotonou City Crew, voilà. Vous avez eu à interagir avec beaucoup d'autres acteurs, rappeurs de votre génération. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette aventure? Les souvenirs sont nombreux, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de réaliser un rêve au Bénin depuis qu'on est jeune, et de pouvoir avoir développé la carrière de aussi bien Diamant Noir, B-Side, Nasty Nesta, Blaze, DAC, et d'avoir donné la force et le courage à la jeunesse béninoise de croire en ses rêves. Pour nous, c'était le plus important. Et chaque action qu'on a posée nous a fait plaisir. Donc, je ne pourrais pas en sélectionner une seule. Je dirais que c'est un lot d'actions. Réaliser un rêve avec ses amis, je pense que c'est super. Ça vous faisait quoi de vous sentir l'idole des jeunes comme vous? Oh, vous savez, ça n'a jamais été véritablement mon premier but. Moi, c'était vraiment pouvoir faire cette passion-là. Pouvoir représenter le Bénin, pouvoir représenter la jeunesse. Et le fait que ça ait marché, évidemment, ça fait plaisir. Mais vanité, tout n'est que vanité en réalité. Donc, il faut prendre du recul et puis savoir faire la part de différence. Et je pense que nous, on a su rester quand même assez humble tout au long de notre carrière. Et on a toujours respecté nos fans et les personnes qu'on croisait. Ouais. Je sais que vous avez oublié certaines images. Nous, on va vous rafraîchir la mémoire ici actuellement. Très rapidement, nous allons revoir Diamant Noir dans les tout premiers clips. Je vais parler d'autobiographie avec la complicité de la régie. Avec un pic à cahier, un breakbeat, la rage de vaincre et l'envie de gagner. On voulait monter les marches, non-stop star du hip-hop, atteindre le top sans prendre les escaliers. Alors on s'est bagarré, le rap tournait en rond. En clair, leurs albums n'étaient pas carrés. Et je suis allé au bout de ses rêves, car j'ai su que la fois où ça marcherait serait en fait la dernière fois où j'essaierais. On a taffé plusieurs étés, on a bossé notre track avec le track et l'envie de tout arrêter. On a donné nos tracks et nos démos, on a pris des croche-pattes, des grosses claques. Un public qui n'accroche pas, on voulait notre part du gâteau. Juste une petite portion, sans cracher sur le mic à part quelques postillons. On domine le game, impossible qu'on nous la fasse. Figure emblématique, impossible de perdre la face. Le vent de rage, d'espoir, d'envie, d'y croire. Échec, victoire, entrer dans l'histoire. Né pour prier, j'accomplis le rêve de ma vie. Je suis le diamant noir, c'est mon audiobiographie. Rage, d'espoir, d'envie, d'y croire.
espoir, échec, victoire, entrer dans l'histoire. Né pour prier, j'ai accompli le rêve de ma vie. Je suis le diable noir, c'est mon audiobiographie. Je crois qu'au départ on voulait croquer une part du gâteau dans le rap de négro qui débarque. Et du ghetto, ils viennent pas du ghetto, ils ont les ronds dans les poches mais au micro que des barres. Malgré leur rage, ils rappent comme des barges, ils ont la rage dans le son, leurs mots s'arrachent comme des pages. Voilà, de Diamant Noir, on a tapé, vous l'avez dit, on est né pour briller. Et j'ai entendu, on a tapé plusieurs ghettos. On dirait que c'était la période des Bad Boys. Bon, c'était en 2010, donc ça c'était même notre troisième album. J'étais mince, hein. J'étais mince. Ça vous fait quoi de revoir ces images-là? Oh, ça fait plaisir, c'était une autre époque. Ça c'était le troisième album, on était quand même déjà bien implanté. Et c'était un album qui a été très difficile à faire parce qu'on avait déjà fait 2 albums, plusieurs autres projets. Et il fallait confirmer avec cet album-là. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et toujours ce message d'espoir à la jeunesse béninoise. Donc c'est toujours en accord avec ce que nous étions et ce que nous sommes. De Diamant Noir, né pour briller, vous voici aujourd'hui dans une nouvelle dimension à Mirambeau de comédie musicale, une version, sinon un projet que vous portez depuis des années. Parlez-nous un peu de ce projet. Oui, alors c'est un projet que j'ai débuté en 2019 avec CMS City et l'appui de la Banque mondiale. Et j'ai proposé en fait tout simplement un projet de comédie musicale sur le roi Béhanzin qui pour moi est une icône, un symbole de résistance, un symbole de royauté ultime au Bénin. C'est quelqu'un qui a dit non à la colonisation et qui s'est battu pour le Bénin. Donc comment lui rendre hommage afin que tout le monde puisse être intéressé par cette histoire, le faire différemment que ça a été fait avant et se réapproprier véritablement notre histoire avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous la raconter. Donc pour moi c'était très important et donc j'ai travaillé dur, j'ai mis en place une équipe autour de moi, je ne sais pas si je peux la citer. Donc évidemment il y a le metteur en scène qui est Didier Sadoran à Segandé, Rachel Agbossou la chorégraphe, Nasty Nesta, directeur musical avec Mesha Kajao, Busy Brain et Dom Etok en artiste principal qui joue le roi Béhanzin et toute une troupe de danseurs, d'acteurs qui ont fait un travail impeccable et vraiment on est content d'en être arrivé là. Ouais. Pourquoi une comédie musicale sur le trône de Béhanzin précisément et quel est le message que vous voulez véhiculer? Alors comme je vous disais, c'est pouvoir faire en sorte que les Béninois puissent être intéressés par cette histoire. Les théâtres malheureusement... C'est vrai que le Bénin connaît beaucoup de rois, pourquoi précisément Béhanzin? Oui, alors je pense qu'on a beaucoup de grands rois. Moi, personnellement, pour moi, le roi qui m'a le plus marqué, c'est le roi Béhanzin. Pourquoi? Parce que peut-être c'est l'un des plus récents aussi. Et c'est celui qui a dit non à la colonisation. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il a perdu la guerre à l'époque, mais dans les années 60, finalement, on a eu notre indépendance. Donc, c'est un combat quand même que lui, il a instauré depuis qu'il a entamé et d'autres sont c'est ça, et qui est rentré dans tous les Africains et qui ont combattu pour en arriver là dans les années 60. Et moi, ça m'a profondément marqué. Et surtout, le sens du sacrifice. D'accord. Parce que finalement, si le roi Béhanzin avait dit aux colons français « Ok, j'accepte ce que vous dites », il aurait été roi jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, mais il s'est sacrifié pour le Bénin et moi ça m'a beaucoup parlé, le sacrifice pour le peuple et donc c'est pour ça que c'est son histoire qui m'a le plus parlé. Ouais. Le trône de Béhanzin, c'est un projet qui implique plusieurs artistes, chanteurs et même des comédiens, vous avez cité quelques-uns tout à l'heure même, de haut niveau d'ailleurs et très connus de la scène béninoise. Comment êtes-vous parvenu à rallier à ce projet tous ces talents et comment est-ce que la collaboration se passe entre ces acteurs? C'est une question je dirais, il y a de chance et de travail aussi. J'ai pris la peine de rencontrer tout le monde, de les écouter, de ne pas considérer que parce que c'est mon idée, moi je connais mieux que les autres. Non, quand on amène quelqu'un dans un projet, il faut considérer ce que lui-même il a apporté au projet. Et au final, c'était mon projet, mais ce n'est plus que mon projet, c'est le projet de toute cette troupe ensemble avec qui nous formons une famille. Et véritablement, tout se passe très bien. Nous sommes déjà à la 4e date. Donc, c'est la prochaine qui sera le 18 avril. On a entamé une tournée. Et on est tous très contents d'être ensemble. C'est plus de 50 personnes au jour le jour. Et c'est pas facile, mais c'est pour prouver que... Ça fait beaucoup quand même. Ah, c'est beaucoup. Mais quand les Béninois sont unis, on peut réaliser de grandes choses et c'est ce qu'on essaie de prouver. Eh bien, nous allons voir comment les Béninois sont réunis avec la régie. Nous allons rapidement faire un tour pour suivre le clip de ce projet, le trône de Béhanzin.
ça y est, mes esprits m'ont baptisé Kondo. Tout le peuple du Dahomey s'incline devant Kondo. Même de l'autre côté de la mer, ils sont pas de Kondo. Hey, 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 Kondo. Porter la liberté de mon peuple sur mon dos. C'est un cadeau, c'est un fardeau. Je fais la guerre, mais je veux retrouver la paix. Je prends la mer, mais je veux retrouver ma terre. C'est bon, ça et Charlotte. Mais mettons un série à ton père. Meta, si te dis qu'ils m'ont capturé, que j'ai capitulé, tu connais la Agotier, la puissance de la magie. Si te dis qu'ils m'ont capturé, que j'ai capitulé, tu connais la Agotier, la puissance de la magie. Mettons, c'est Kondo, je veux la mer, mais je veux retrouver ma terre. Ce sont des tests forts et comme j'ai encore entendu une partie du panégyrique des Guédévi, on sent un beau mélange de la culture, de l'histoire. Comment est-ce que vous avez tourné tout ce clip? Ça a été... bon, déjà, la chanson qui a été composée par Nasty Nesta, un grand artiste qu'on ne présente plus, hein, avec Busy Brain et puis Mesha Kajao, le musicologue, qui a ramené tout ce côté vraiment très traditionnel, dont Métoc à l'interprétation et les sœurs Teriba, qui aussi nous ont fait l'honneur de nous accompagner sur le projet. Et donc, quand la chanson a été posée, il fallait trouver un clip qui n'allait pas être comme ce qu'on a déjà vu des clips royaux. Donc, on a décidé de faire quelque chose qui était un peu plus technologique. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces images un peu spéciales et qui allaient un peu montrer tout. Et ça s'est très bien passé. Et comme vous le voyez, vous avez vu des acteurs connus comme Nicolas de Dravo dedans, James Salanon aussi qui était dedans, et nos jeunes chanteuses aussi. Nous aider à retrouver les images, oui. Tina Capo qui était dedans. Donc un peu tout le monde. Et puis on a réussi à mélanger des mondes, le monde traditionnel, le monde urbain, et puis ça donne ce mélange explosif, si je peux me permettre. Oui, on a senti que le trône était un peu menacé dans le clip là. C'est ça. Finalement c'est l'histoire. Hein. C'est le roi Béhanzin qui essaie de donner le maximum pour son peuple. Oui. Malheureusement, il y a toujours des gens qui... Il doit aussi gérer des intrigues. C'est ça. Et ça ne nous a pas quittés depuis le temps. Hein. Ce sont des choses qui existent toujours, malheureusement. Ouais. Amir Ali, vous avez évolué actuellement en comédie musicale. On sait que là, actuellement, vous donnez beaucoup plus. Où en êtes-vous actuellement pour ce projet? Nous sommes actuellement donc à l'étape de la tournée. D'accord. Donc nous avons joué l'avant-première l'année dernière le 26 juillet. Puis nous avons fait une autre date le 22 décembre. À Porto Novo, nous étions le 19 janvier. Donc là, on a laissé passer le Ramadan pour enchaîner le 18 avril au Palais des Congrès, donc une fois de plus. Et nous allons faire au total une douzaine de dates dans l'ensemble du Bénin. Nous irons jusqu'au nord naturellement. Il y aura une date avec plein d'émotions à Abomey également. Donc on est en train de vraiment jouer ce spectacle partout
pour que tous les Béninois puissent se l'approprier. Et après, nous l'emmènerons, si Dieu veut, à l'extérieur du pays. Ouais. Et comment est-ce que vous sentez l'enthousiasme du public béninois? Est-ce que ce projet est bien accueilli ou est-ce qu'il y a une certaine réticence? Il y avait un peu de peur au départ parce que lorsqu'on dit comédie musicale, les confrères et consoeurs béninois ne savent pas exactement ce que c'est. Parce que quand ils entendent comédie musicale, ils se disent que c'est un spectacle humoristique. Non, comédie musicale, en fait, c'est un genre qui marche très bien donc, en Europe et qui mélange donc, le théâtre, la danse et le chant. Donc, c'est des nouvelles chansons qui ont été créées, des nouvelles chorégraphies, des costumes. Tout fait un mélange en un qui donne vraiment un spectacle unique, ça n'a jamais vu. Et donc, on avait peur au début de ne pas être compris, mais dès qu'on a commencé la communication, en fait, les Béninois prennent ce projet à bras le corps et toutes les représentations sont pleines. Donc pourvu que ça continue comme ça. Ouais. Vous avez des représentations en cours? Donc oui, le 18 avril, vendredi prochain au Palais des Congrès. Venez nombreux. Alors c'est à 80% plein. Donc il faut qu'ils prennent les places qui restent. Mais venez, ça sera vraiment un spectacle très émouvant. Et cette histoire, il faut qu'on la partage au maximum parce que sinon, de génération en génération, elle risque de se perdre. Et on ne veut pas ça, ou bien? Ouais, c'est clair. Un message d'Amir très rapidement au public béninois. Qu'ils sachent que leur histoire, elle est riche. Hein. Leur histoire est incroyable. On n'a rien à envier aux autres pays en termes de culture et de tradition. Absolument. Et il faut qu'on arrête d'être trop humble à ce sujet-là. Non, aujourd'hui, on doit mettre toutes nos richesses en avant et la culture en fait grandement partie. Et donc, soyons confiants et avançons dans le bon sens pour que le Bénin rayonne. C'est ça qu'on veut, Donc, voilà. Merci Amir d'être passé sur ce plateau. Merci. On a vous. vu le rappeur passer tout à l'heure. Vous avez été surpris de vous revoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez très mince ensemble. Ah, vraiment, ouais. Et ça vous a fait quoi maintenant de ouais, vous retrouver? écoutez, je m'appréciais à l'époque. Bon, les filles m'appréciaient à l'époque, les filles m'apprécient maintenant. Donc ça veut dire que tout va bien. Donc vous êtes identiques. Vous restez Amir. Ou bien. D'accord. Merci à vous, Amir. Et nous allons maintenant introduire l'invité média qui finalement nous a rejoint. Nous allons le retrouver très rapidement pour justement la dernière partie de cette émission, le grand format. On se retrouve tout de suite. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de l'acapella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu ne chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse. Et d'un coup, je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Il nous a finalement rejoint notre invité média Arnaud Doumaron. Il est journaliste au quotidien d'information et d'analyse du service public La Nation. Bonsoir Arnaud Doumaron. Bonjour, c'est Rami. Vous avez préféré venir à la dernière partie.
Oui, gérer la dernière partie. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Eh bien, comment se porte le quotidien La Nation? Je peux dire que tout va bien. Il faut dire, vous savez que nous avons renouvelé les instances récemment. Je fais un clin d'œil à mon patron de cette application, Paul Amousso, qui essaie de tout mettre en œuvre quand même pour que l'équipe soit davantage au service de la nation. C'est une sorte de confirmation. Ah oui, vraiment, parce que c'est un mérite, je dirais, en plus, parce que vous avez vu que toute cette dynamique qu'il insuffle à la rédaction, aujourd'hui, avec l'accent qu'il met davantage sur le digital. Et je profite pour demander aux Béninois qui nous suivent, qui peuvent suivre la nation aujourd'hui par tous les canaux, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que vous pouvez vous approprier la nation parce que certains pensent que la nation n'a pas progressé, mais je crois que ces dernières années, la nation a fait de grands pas. Et lorsque vous sollicitez la nation quotidien version papier, je crois que c'est le premier journal qui couvre l'ensemble du territoire national. Mais en plus de cela, vous avez les canaux digitaux au niveau du quotidien de la nation aujourd'hui. C'est pas confraternité que je ne vous envoie pas la facture, justement. Vous avez suivi l'actualité, que dis-je? Vous traitez l'actualité presque tous les jours et vous êtes au cœur de l'actualité. Plusieurs journaux ont dressé le bilan des 9 années de gouvernance du président Patrice Talon. Eh bien, nous ferons également l'exercice avec vous ensemble sur ce plateau. Première question pour vous, 9 ans de gouvernance politique, qu'est-ce qui vous a marqué sur le plan politique? Sur le plan politique, vous prenez pas le bout de la turbulence, parce que c'est ce qui a, je dirais, beaucoup marqué. Au cours de ces 9 dernières années au plan politique, il y a eu beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de turbulences au plan politique. Du fait d'abord... Citez-nous quelques turbulences qu'il y a eu. Vous savez qu'il y a eu... C'est pas, en tout cas, avec Patrice Talon, nous avons eu, premièrement, il y a eu le premier choc, l'échec du premier projet de révision de la Constitution, qui a marqué un autre tournant qui nous a fait prendre un autre tournant au plan politique, parce qu'avant l'échec de ce projet de révision-là, tous les acteurs dans la dynamique du renouvellement du mandat présidentiel, tout le monde était aux côtés du chef de l'État. On sentait quand même une sorte d'harmonie, de cohésion au sein de la classe politique, et que vous observez donc après donc l'échec du projet de révision, du premier projet de révision de la Constitution, il y a eu ça a été un déclic, et cela a changé carrément les choses au Parlement. D'office, nous avons eu ceux qui ont soutenu le projet, qui ont constitué le bloc de la majorité présidentielle, le BMP, et puis ceux qui ont voté contre le projet de révision de la Constitution se sont retrouvés donc de fait dans l'opposition. Il y a eu donc ce déclic-là. Et après, il y a eu la question de la réforme du système partisan qui a davantage, je dirais pas pollué, mais qui a davantage entretenu le clivage au plan politique, puisque nous sommes allés après au dialogue politique, à pas forcer, avec certains qui n'y étaient pas, qui ne voulaient pas, qui estimaient qu'il faut davantage d'ouverture, qui ont commencé déjà par parler d'exclusion et tout cela. Mais toujours est-il que vous avez eu, après les épreuves qui ont suivi, vous avez eu ce dialogue-là. Et après, on a poursuivi avec les réformes. Il y a eu, lorsque nous parlons de la réforme du système partisan, on se réfère d'ailleurs à 5 lois pratiquement. On se réfère au code électoral. Au code électoral, on se réfère aussi à la Constitution qui a été finalement révisée avec un Parlement totalement acquis à la cour du chef de l'État. Nous avons ensuite eu la loi sur la charte des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition, la loi portant financement public des partis politiques, donc le code, charte des partis, loi sur le financement, loi sur le statut de l'opposition, la Constitution. Donc cet ensemble-là a constitué donc la réforme du système partisan. Et lorsque vous prenez chaque élément, il y a eu des débats sur chaque élément. Que vous prenez la Constitution, on ne s'est pas entendu, on dit voilà pourquoi il y a un duo, pourquoi il y a ci, pourquoi ça. Et après,
après, mais quand vous voyez la Constitution, quand même, vous avez vu, moi, l'un des points importants que je note avec la Constitution, c'est d'abord la limitation du mandat des députés. Ces députés, c'est quoi? Pour moi, c'est une avancée. On n'avait pas pensé, il y avait parti ça, on sait désormais que c'est introduit dans la Constitution. Je crois qu'un député ne peut pas faire plus de 3 mandats. Pas de 3 mandats, parce que certains qui étaient devenus, le Parlement était devenu une fonction publique pour certains, ils y vont, et puis tout le temps, ils y sont. Donc, je crois que ça, c'est important pour l'un des aspects qu'on peut noter. Également, l'autre aspect politique qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu quand même l'approche des gens au niveau du Parlement. Nous avons vu quand même qu'il y a eu plus d'ouverture pour permettre quand même aux femmes d'intégrer davantage sur les listes là. Et puis après, vous voyez, au niveau du code électoral, vous voyez, bon, après, avec le code électoral, il y a eu également beaucoup de débats. Donc, lorsque vous prenez chaque loi, beaucoup de débats, notamment pour le code électoral, on parle des questions de quotas. Parce que désormais, il faut quand même des partis d'envergure. Des partis d'envergure, déjà, il y a le premier critère, les 10% de suffrage au plan national. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Parce que nous sommes arrivés à un moment où il fallait quand même éclaircir un peu le paysage politique. Et tous les acteurs étaient d'accord. Tous les acteurs étaient d'accord. Le reste, c'est qu'il n'y a pas eu, on peut constater qu'il n'y a pas eu de consensus sur certainement le mode, sur certainement les choix à opérer pour aller donc vers l'assainissement du paysage politique. Mais les 10%, je crois qu'à la date d'aujourd'hui, les gens ont fini par consommer les 10%. Et aujourd'hui, nous sommes sur le débat. Sur les 20%, parce que vous voyez, on est parti. Le débat a évolué parce que plus personne ne parle des 10%, tout comme si, pendant qu'on parlait des 10%, il n'y avait pas eu de débat. Il y a eu beaucoup de débats par rapport aux 10%. Certains avaient estimé qu'il fallait faire 5%. Non, c'était trop. Pourquoi il faut faire 10%? Et vous vous rappelez à l'époque où, au niveau des élections, au niveau de Porto Novo, où le PRD n'a pas pu obtenir donc, des sièges au niveau communal parce que justement, son parti, le PRD n'a pas pu donc, démontrer que c'était un parti d'envergure nationale pour avoir obtenu les 10%. Donc nous avons oublié déjà que nous avons fait le débat sur les 10%. Et aujourd'hui, pendant que la barre est haute, nous venons sur le débat sur les 20%, mais la question des 20%, c'est d'abord, il faut dire que c'est un débat important, cette question des 20%, à partir du moment où on a constaté qu'aucun des partis n'a pu obtenir 20% aux élections passées, en tout cas aux dernières élections législatives. Et lorsque le risque devient grand, qu'on ait un Parlement, qu'on revoie encore, qu'on remette en scène un Parlement monocolore, je crois que le débat sur les 20% devient un débat sérieux, un débat lié, pour certains, pour les acteurs de la mouvance, pour renforcer l'unité nationale, ce que nous portons avec beaucoup de réserves. Parce que vous savez, lorsque vous prenez par exemple 20% et qu'au finish, seuls les démocrates arrivent à obtenir ces 20% à toutes les circonscriptions, se retrouvent au Parlement. Donc nous aurons donc un Parlement monocolore. Ou soit c'est UPBR qui arrive à obtenir les 20% partout et puis les 10%. Nous aurons donc un Parlement toujours monocolore. Mais pour nous au Parlement, on doit pouvoir quand même avoir toutes les opinions. Ce n'est pas seulement une affaire de juste ceux qui ont gagné les élections. Ils occupent le Parlement et qu'il n'y a pas de courant contraire. Regardez juste le fait de la comparaison entre la 8e législature et la 9e législature. La 8e législature, où il n'y avait que UPBR, il n'y avait pas beaucoup d'activités en termes de contrôle de l'action gouvernementale au Parlement. Et vous observez aujourd'hui, avec l'entrée des députés démocrates, il y a eu beaucoup, le Parlement a beaucoup bougé ces dernières années. Donc on ne peut pas nous convaincre de ce que on peut avoir un Parlement monocolore et que cela ne gêne pas, que c'est du fait de la loi. De notre point de vue, un Parlement, on doit pouvoir avoir tous les courants, même si c'est des... Même si ils sont minoritaires. Ouais, donc la question des 20%. Et puis, l'autre, lorsque... Bon, je vais progresser pour dire que lorsque nous laissons la question même du code électoral, vous prenez également les autres questions, la question du chef de file d'opposition. Je ne sais pas si la loi sur le chef de file d'opposition a décliné est clair. Voilà qui peut être chef de l'opposition, a fixé les conditions. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une avancée. Du fait de ce que le législateur aujourd'hui a clairement défini qui peut être et quelles sont les conditions remplies. Mais bizarrement, dans cette loi, quand même, on met qu'il faut que ce soit un décret présidentiel qui instaure le chef de file de l'opposition. Vous voyez, c'est que nous faisons les choses, nous faisons des pas, et puis nous mettons toujours quelque chose quand même pour venir. Comme verrou. Comme verrou, et c'est pas. Et puis, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, nous connaissons le chef de file de l'opposition. Est-ce que ce chef de file de l'opposition a été nommé? Il n'a pas été nommé. Ouais. On n'a pas eu ce décret. Donc voilà un peu pour dire que, et lorsque nous parlons également des financements, de la loi sur les financements publics, donc pour dire au fond, il y a eu la réforme du
du système partisan, avec toutes ces lois. Et sur chacune de ces lois-là, il y a eu débat et on continue de discuter. Sans doute qu'à l'épreuve du temps, on finira sans doute par trouver juste milieu pour pouvoir avancer. On est venu à une étape où on n'a plus d'individus forts qui dirigent des partis, mais plutôt des partis forts qui dirigent des individus. Justement, c'est pour dire qu'au plan politique, si vraiment nous parlons de bilan, au plan politique, on peut quand même saluer le fait qu'on a moins de micro-partis. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître et dire, mais c'est vrai qu'il reste à faire. C'est micro-parti que certains appellent les clubs électoraux, justement. Oui. La gouvernance de Patrice Talon, c'est aussi au plan économique. Il y a eu beaucoup de réformes avec des applaudissements, mais aussi des grains, des graissements dedans. Quelle lecture faites-vous sur le parcours dans le secteur économique? Oui, je crois qu'au plan économique, on peut pas, on a moins à se plaindre au plan économique. Ouais. C'est évident parce que on peut constater quand même que le Bénin a fait du chemin au plan économique. Parce que c'est vrai que nous parlons souvent du plan socio-économique, parce que lorsque vous parlez du plan économique, vous voyez juste le macro, les gros chiffres, vous vous dites que bon, tout va bien, alors qu'il faut que l'économie... Tout va bien. Non, mais il faut que l'économie quand même puisse répondre au social. Il faut que l'homme soit au cœur de la gouvernance, vous voyez. Et donc, on dit qu'au plan économique, sinon qu'au plan socio-économique, nous avons également fait des bons. On a fait beaucoup de bons parce qu'en matière au plan macro, le Bénin a quand même été, a gagné davantage la confiance des partenaires. Et c'est là, vous avez vu comment est-ce qu'aujourd'hui, lorsque on lance les prêts, on nous compare carrément à la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire est suivie récemment sur un média, je ne vais pas faire la pub ici, mais qui a essayé de mettre en avant le comportement des gens sur le marché face aux offres, aux demandes du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Vous regardez le tableau, mais vous dites que ce n'est pas possible. Et pourtant, nous n'avons pas les mêmes ressources, nous n'avons pas les mêmes dimensions au plan économique. Et pourtant, il faut reconnaître que le Bénin aujourd'hui, en matière de gouvernance au plan économique, nous avons quand même pu faire beaucoup de bons. Et ça ne doit pas vous échapper quand même que c'est les années avant, l'arrivée du président Patrice Talon, il y a beaucoup de grincements. On a trouvé quand même qu'il y avait un peu plus de laisser aller. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on a essayé de revoir le tissu économique. Et cela se ressent au plan industriel, où nous avons fait des bons, au plan commercial, en termes d'exportation, d'importation. Récemment, je suivais au plan fiscal également, parce que vous savez que nous avons aujourd'hui, les ressources fiscales ont augmenté. En 2024, nous avons fait près de plus de 20% d'accroissement en matière de ressources fiscales, alors que avant, on trouvait que les ressources portuaires prenaient le pas sur les ressources fiscales. Mais aujourd'hui, les ressources fiscales prennent le pas sur les ressources portuaires. Et vous constatez donc que lorsqu'on parle de ressources portuaires, c'est que c'est les produits qui viennent d'ailleurs, les transactions qui viennent d'ailleurs. Mais si déjà, ça veut dire que si nous nous accrochons juste aux ressources portuaires et que ce qui vient de l'extérieur ne vient plus, donc ça veut dire que nous serons donc quelque part en difficulté. Mais si déjà à l'interne, les ressources fiscales arrivent, on va mobiliser les ressources. Les ressources fiscales, ça veut dire que quand bien même de l'extérieur, ce qui doit venir, le riz qu'on importe, etc., si cela, on n'arrivait plus à importer ces produits-là comme cela se doit, à l'intérieur quand même, nous continuons d'élargir donc l'assiette fiscale. Donc je crois que c'est important de remarquer ces changements-là. Ça là, quand on le dit aujourd'hui... Il y a aussi la lutte contre le blanchiment des capitaux. La lutte contre le blanchiment des capitaux et tout ce qu'il y avait avec. Mais aujourd'hui, il dit également, donc on peut saluer tout cela qui est fait aujourd'hui en matière également de transformation. Mais il y a des transformations dedans parce que vous savez, quand nous parlons de faire fonctionner les machines, par exemple, dans la zone industrielle, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits avec les producteurs parce que tantôt, le producteur n'est pas d'accord pour le prix du soja, on n'est pas d'accord que le gouvernement fixe tel prix, on veut que le marché soit beaucoup plus libre, le gouvernement qui dit non, mais il faut quand même qu'on puisse faire tourner nos usines. Et donc, et faire tourner des usines, c'est que nos enfants quand même trouvent des emplois. Donc, c'est pour dire que, sans doute, avec le temps, j'espère aussi que entre gouvernement
et producteurs, on finira par trouver le juste milieu pour qu'on n'ait pas toujours l'impression que l'un se trouve plus lésé que l'autre. Voilà. Et également, pour finir sur la question au plan socio-économique, également la question du panier de la ménagère. Ouais. Il fait chaud dans le pays. Ah oui, justement, j'en venais là justement. Il fait chaud dans le pays. Puisque toujours en termes de bilan, nous avons entendu le président Patrice Talon annoncer un second mandat hautement social. Est-ce que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Bon, en tout cas, je peux vous dire quand même que j'ai chaud. Je ne sais pas de votre côté comment ça se passe. Mais je peux considérer que, en matière sociale, c'est vrai que, vous voyez, lorsqu'on parle au plan social, on voit également on parle du secteur de l'éducation, où il y a la gratuité pour l'école, il y a les cantines scolaires et tout cela. C'est très bien, ça a bien avancé. Mais on ne peut pas se dire aujourd'hui on sent véritablement les fruits de la gouvernance dans nos paniers. Donc je crois qu'il y a encore... Est-ce que ce n'est pas une quête permanente? Évidemment, c'est une quête permanente, mais je vous dis que gouverner, c'est d'abord pour l'homme qu'on gouverne. Ouais, on a beau tout faire, lorsque on n'arrive pas à ramener l'indice du développement émis à un certain niveau, on est toujours en difficulté parce que vous savez que la question de la gestion des hommes, c'est pas facile. Et tout ce que vous faites, vous le faites pour qui? Tout ce que vous faites, vous le faites d'abord pour les hommes. Et donc, si au finish, nous avons toujours chaud, ça veut dire qu'il reste à faire. Ouais, je crois que... Deuxième sujet pour vous, Arnaud Doumaron, justement un sujet qui va de pair avec le premier. Bien évidemment, nous avons enregistré cette semaine un drame à Vrancoux, une nourrice qui s'est fait charcuter et son bébé emporté. Très rapidement, la police républicaine a déployé de gros moyens et la supposée meurtrière de ce crime est arrêtée. Nous avons également vu cette descente de la police républicaine à Ouida pour neutraliser un groupe de malfaiteurs. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la sécurité des personnes et des biens aujourd'hui en République du Bénin? À ce niveau également, on a fait des efforts. En 9 ans de gouvernance, on a fait des efforts. Vous savez que très vite, il y avait eu ce débat-là avec comment vous appelez, les éléments de la police qui sont mis ensemble avec la fusion entre la police et la gendarmerie. Entre l'ex-police nationale et l'ex-gendarmerie nationale. Voilà, pour une fusion qui a donné corps à la police républicaine. Merci bien. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats. Et au-delà des questions internes, encore parce que je ne connais pas les galons et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. Mais on a constaté quand même que ça a été une belle réforme, une très belle réforme en matière d'impact. Aujourd'hui, vous avez les commissaires d'arrondissement. Et donc, vous avez les unités de police qui se sont rapprochées de nous. Alors qu'avant, on n'avait que... Vous savez, quand on prenait, on dit que tel commissariat, et puis c'était un peu plus loin. Les patrouilles, aujourd'hui, se sont plus rapprochées des citoyens. Et vous avez l'impression qu'en matière de sécurité, nous avons franchi quelque part. Vous avez vu pour, bien arrivant, l'arrivée du président Patrice Talon, vous avez observé quand même qu'il y a parfois beaucoup de braquages spectaculaires. Et puis vous vous demandez si c'était des films qu'on jouait. Vous avez vu. Ah bon. Vous avez vu que juste après. Ça ressemblait à des films hollywoodiens, c'est ça? Vu. Et puis également la question de comment vous appelez ça, harcèlement dans nos rues, le rançonnement. Le rançonnement, oui. Mais avant l'arrivée du président Patrice Talon, vous avez des policiers qui vont se mettre un peu à l'ombre, qui attendent votre arrivée pour bondir sur la chaussée. Juste pour vous dire, bon, il manque un rétroviseur quelque part, il manque un trou de je ne sais quoi, de je ne sais si. Vous avez l'impression quand même, de façon générale également, que le rançonnement a reculé. Vous avez l'impression également qu'en matière de sécurité, on est davantage plus en sécurité depuis quelques années. C'est vrai, nous le disons que la gouvernance est une continuité, mais il faut reconnaître ce qui est bien, et après, on peut corriger ce qui ne va pas encore. Mais la question de la sécurité, c'est une question permanente, vous le disiez tantôt. Et aujourd'hui, nous avons eu l'impression qu'il y a un regain. Il y a un regain et j'espère qu'au niveau de la police, on va pouvoir très vite corriger le tir pour qu'on puisse quand même se retrouver en sécurité. Mais le reste, c'est que c'est l'homme. C'est l'homme. Travaillons d'abord sur la qualité des ressources humaines. Si les gens se font davantage mieux, et ça fait reculer, c'est également un facteur de sécurité. Lorsque vous voulez se faire davantage mieux, il y a davantage moins de sécurité. Si vous êtes dans un quartier, vous êtes dans un quartier où vous êtes sans doute peut-être le plus riche du quartier, et à côté vous descendez, tout à côté ça ne va pas, à peine les gens mangent un repas par jour, et vous lavez, vous êtes dans votre véhicule, vous êtes sûr que vous êtes en sécurité dans votre quartier. Donc je crois également que l'un des aspects importants,
la question du mieux-être du citoyen lambda fait partie également d'un élément important de sécurité. Et sans doute, j'espère que les dispositions qui sont en train d'être prises, parce que vous savez que vers chaque fin de cycle, il y a ce regain de sécurité. Là, dès les premières années du président Patrice Talon, on a remarqué que le changement de régime a entraîné une sorte d'insécurité. Les malfrats ont voulu montrer qu'ils sont sur le terrain. Alors cette fois-ci, on ne peut pas leur permettre cela à partir du moment où nous allons faire 3 élections importantes. Et c'est dans quelques mois. Et si on peut pas, si on peut déjà commencer à penser que peut-être que les effets ont déjà commencé. Parce qu'en janvier, déjà, nous avons les élections législatives, les élections communales. Et quelques mois après, nous aurons la présidentielle. Donc, vous allez remarquer, entre un fin de mandat, un début du mandat, s'installe souvent une sorte d'insécurité parce que chacun essaie de se repositionner. Je ne sais pas si de l'autre côté également, au niveau des divorcés sociaux, il y a un changement de régime où il y a une tendance à... C'est à vous de me donner ces précisions là. Eh bien, troisième sujet, avant de vous laisser partir, Arnaud Dumoron, un nouveau parti politique vient d'être créé. Selon vous, est-ce que le parti, de plus en plus sa création, s'imposait vraiment est-ce que la création de ce parti s'imposait ou c'est juste parce qu'il fallait créer un parti pour entrer dans l'arène politique? J'aime souvent un artiste bien, j'aime l'artiste Bézé qui dit dans l'une de ses chansons que ce n'est pas parce que l'océan existe qu'on n'aura pas quand même les petits coups d'eau. Donc, je ne parle pas parce que nous aurons des grandes formations politiques, que nous n'aurons pas d'autres formations politiques qui peuvent naître, qui peuvent tenter d'aller à la conquête du pouvoir. Mais je pense que, encore qu'aujourd'hui, vous savez qu'au-delà de la présidentielle, si un parti arrive à fournir les dossiers au plan national, peut quand même aller tenter ta chance pour les élections communales. C'est pas exclu. Je crois qu'il s'agira de montrer quand même que on avait vraiment eu des raisons. On avait vraiment des militants dignes du nom. On pense apporter un nouveau souffle à la gouvernance au niveau du pays. On a des ambitions et on ne se retrouve peut-être pas aujourd'hui dans le groupe des démocrates, du bloc républicain ou de l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, on a envie donc d'apporter. Encore que je pense. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de partis politiques actuellement déjà au niveau acquis à la cause de la mouvance. Il y en a beaucoup également au niveau de l'opposition. Il y a même certains de l'opposition qui estiment qu'ils sont de l'opposition modérée. Actuellement, voilà ce nouveau parti politique qui est créé et qui estime qu'il est beaucoup plus qu'il est beaucoup plus centriste. Est-ce que vous sentez véritablement le poids de ce parti-là, surtout que nous approchons les échéances de 2026? Vous savez que le leader de ce parti, je crois que c'est pour ne pas le nommer, Richard Roux. Oui. Je ne sais pas s'il est véritablement centriste, parce que, en tout cas, moi, je vois ses actions un peu partout sur les réseaux, beaucoup plus. Je ne vois pas véritablement la prise de position sur des questions importantes. Parce que parfois, vous savez qu'il ne suffit pas de créer un parti politique. Des prises de position sur des sujets d'intérêt, nous en avons besoin. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez suivi ces dernières années, ces derniers mois, pour ces derniers mois, est-ce que vous avez l'impression que ce leader charismatique du Parti libéral parvient à se faire remarquer sur des sujets d'intérêt au plan national? De mon point de vue, je n'en vois pas. Mais ce qui est toujours est-il que, sans doute, il n'y a pas de parti centriste au Bénin. On commence d'abord par dire qu'on est centriste et après on se dit, bon, on est proche de l'opposition ou après on se retrouve dans la mouvance. Et donc, si le leader, notamment Richard Roux, sans doute, a des ambitions pour la présidentielle, cela n'est pas interdit. C'est cela que j'avais commencé à démontrer. Ouais. Encore que, dans le code électoral actuel, il y a la question des accords de gouvernance, des accords législatifs, parlementaires. En tout cas, avant les législatives, deux partis peuvent se mettre, s'il y a un accord, avant les élections, déposer et cela à la Sénat. Et donc, à partir de ce moment-là, peut bénéficier donc des parrains de l'autre parti. Et donc, si, entre-temps, parce que d'ici là, il y a encore 4 mois, d'ici là, le libéral rejoint peut-être le BR, parce que les démocrates n'ont pas grand chose, c'est 28 députés. C'est à peine que cela puisse les suffire eux-mêmes à positionner le candidat. Donc là où il y en a en surplus, c'est au niveau du BR et de l'Union progressiste. Et donc je crois que si le libéral a de la vision, si le leader de la vision a envie d'aller à la présidentielle, forcément qu'il ferait avec soit le BR, soit avec l'Union progressiste, pour espérer avoir quand même quelques parrains, le nombre de parrains qu'il faut pour aller aux élections à la présidentielle. Et également pour les législatives, si
il arrive à prouver que sur le plan national, il obtient les 10%. Les 10% déjà. Et puis, les 10%, on reviendra maintenant au niveau des circonscriptions. Et là, c'est là également les 20%. Là où les 20%. Les 20%, même s'il y a 1% ou 2% dans les circonscriptions, à partir du moment où il y a cet accord, c'est là également le problème de cette question du code électoral. Parce que si on veut être sincère, si on veut être franc, on peut aller au Parlement et dire, bon d'accord, pour qu'il n'y ait pas de débat, supprimons le point sur l'accord de gouvernance, cet accord de gouvernance avant les élections, et qui va donc empêcher, qui va de mettre chacun au même niveau. Si chacun peut se débrouiller pour avoir 20%, c'est bon. Si tant que nous sommes vraiment convaincus que nous sommes le plus grand parti du Bénin, ou le deuxième parti selon le positionnement qu'on se donne, et ok, d'accord, on va au Parlement. Moi, j'ai bien envie de voir ce courage-là de la part des acteurs du Parlement aujourd'hui, qu'ils aient ce courage, qui nous montrent que... Une chose est claire, les tests, ils doivent être respectés. Oui, oui, je veux voir ce courage-là. Je veux voir le procès Djok Benou et tous les députés de la mouvance aujourd'hui nous montrer ce courage-là d'aller au Parlement juste pour supprimer ce point d'accord-là. Et qu'on voit tous les partis sur le même pied d'égalité pour dire chaque parti se débrouille pour avoir 20%. Moi, je suis plus heureux de voir ce courage-là de la part des acteurs qui viennent défendre aujourd'hui les 20%. Ça c'est ce que quelqu'un appellerait un vœu pieux. Merci à vous, Arnaud Doumaron, d'être passé sur ce plateau. Merci pour le décryptage. C'est moi. Même si vous avez fait un peu retarder nos téléspectateurs qui vous ont attendus. Merci d'être passé quand même. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir à tous les confrères de La Nation. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous allons refermer le grand format de ce dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, vous nous avez suivis de bout en bout. Vous qui avez pris cette émission au vol, merci aussi à vous. Ne ratez surtout pas la suite de nos programmes. Retrouvez le rendez-vous spirituel de l'aventure de l'âme à 17h, heure locale. Le thème de ce dimanche est un questionnement. Comment découvrir la liberté spirituelle ici et maintenant? Si vous voulez le savoir, il n'y a qu'une seule manière, restez câblés, Canal 3 Bénin. Bonne fête des rameaux à toute la communauté chrétienne en attendant la Pâque dimanche prochain. Portez-vous bien.